ben, écoute Quentin, merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui à Montauban. Content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Si tu pouvais te présenter et nous expliquer un petit peu les différents passages qui t'ont amené de la fac à Montauban, les différents moments de vie, les différents moments Ok. de ta vie de praticien jusqu'à ici à Montauban. D'accord. Tout d'abord, on va dire que je suis originaire du Sud, Ouais. puisque j'ai grands-parents montalbanais et mes parents toulousains. Mais j'ai un peu pas mal voyagé dans ma vie et étant petit. Ouais. Où J'ai, ça? donc j'ai fait un peu Lyon, Toulouse, Orléans, Ok. les États-Unis, où j'ai habité 3 ans, qui m'a apporté une mentalité américaine, je pense, qui m'a vraiment construit dans ma vision du travail. Ok. L'équilibre entre sport, loisirs et travail. Et donc ensuite, j'ai fait ma scolarité un peu partout. Donc j'ai vu plein d'environnements différents. Ok. J'ai appris à m'adapter à chaque fois à des cultures différentes. Et ensuite, j'ai fait ma première année de médecine à Toulouse, Ok. que j'ai brillamment raté. Et donc je l'ai refait une deuxième fois. Et je l'ai re-raté, et du coup, je l'ai fait une troisième fois, mais cette fois-ci en Espagne. Espagne à Madrid. Voilà, alors pas à Madrid, à Valence, À sur la Valence, côte. ok. Et C'est plus sympa la côte. c'était bien plus sympa. Ok. Et c'était une époque où les Français n'étaient pas encore trop partis. C'était quand? 2010, Ok. oui, 2010, 2012 ou un truc comme ça. Ok, ça marche. Et donc pour l'instant, j'étais le seul Français. Les Français partaient plutôt à Madrid, et à Valence, j'étais le seul de la promo à être français. Et donc là, j'ai fait toutes mes études là-bas. Et c'est après que je me suis dit, je reviens en France, où là, je me suis mis d'abord en collaboration, Ok. donc ici à Montauban. Ok. Et là, ça s'est bien passé. Et après, je me suis marié. Ouais. Et là, on a décidé de recommencer la vie à zéro. Et donc, on est parti à La Réunion pendant 2 ans, Ok, où ça, La Réunion? à Saint-Leu, Ok. à Ouais. Saint-Leu sur la côte ouest, au soleil. T'étais du coup collab là-bas? Et là, j'étais collab là-bas. Ok. Avec une pratique d'omni. Avec une pratique d'omni, avec un titulaire qui avait tenu lui un cabinet en métropole pendant longtemps, Ok. qui avait fait la méthode de Brassard et compagnie, Ouais. qui avait vraiment lui en tête la gestion d'un cabinet, Ouais. et qui m'avait dit, mais regarde ça pour toi, pour ton futur, regarde ce genre de formation. Et c'est là où j'avais fait la formation de Bertrand. Ouais. Alors à l'époque, il y avait eu le Covid. Donc c'était en visio uniquement, c'était Je m'en souviens sa très bien. première Ouais. partie qui était en visio. Et donc là, en gros, j'avais en tête, moi, que je savais que je voulais m'associer un jour. Et donc je voulais me mettre les bonnes bases. Pourquoi t'avais envie de t'associer? Alors j'avais envie de m'associer parce que je suis quelqu'un qui supporte pas l'autorité. Donc, j'avais besoin d'être mon propre patron, et puis voilà, j'avais vu un peu pas mal de choses, mais je savais exactement ce que je voulais. Je voulais être libre de choisir mes horaires, de dépendre voilà, et de développer un cabinet comme je l'entendais moi. Du coup, quand tu fais dentaire, c'est dans l'optique d'être ton propre patron, enfin de devenir chef d'entreprise, entrepreneur, ou c'est la pratique qui a fait que? Moi, oui, à la base, non, je voulais être soignant. Moi, je voulais être médecin Ok. avant tout, depuis tout petit. D'où le concours de médecine. D'où le concours de médecine. J'ai toujours su que je voulais être dans le médical. Ouais. Soigner, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et ce côté entreprise me plaisait énormément. Ok. C'était le deuxième côté. C'est un des trucs que j'ai toujours regretté, que pendant tous les cursus, on ne nous ait jamais appris l'entreprise. C'est quelque chose qui, aux États-Unis, j'avais vu, et qui est exponentiel là-bas. C'est on motive les entreprises plus en disant entreprenez, c'est comme ça que vous allez grandir, etc. Ouais. Donc ça m'a toujours touché, et j'ai vu que je pouvais vraiment m'épanouir complètement dedans. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est qu'une fois que je me suis installé en tant que collaborateur, on m'a jeté dans la fosse au lion, et c'est ah mais non, mais on t'a pas dit, ah non mais là tu vas avoir un rattrapage URSAF, mais c'est pas grave, tu t'occupes pas de ça. D'abord tu bosses, et puis tu auras le rattrapage URSAF, tu vas te faire taper dessus, ça va être horrible, mais on est tous passés par là et c'est comme ça. Oui, donc la gestion aléatoire. La gestion on en a tous chié, et c'est normal. surtout on t'explique pas comment tu peux éviter ces erreurs-là. Peut-être qu'il n'avait pas les clés pour te l'expliquer. Mais que personne. C'est-à-dire que la comptable, c'était pareil, les confrères, c'était pareil. Ils disent, mais non, mais c'est comme ça, quand tu débutes, tu en chies, c'est tout.
C'est comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas s'installer à cause de ça. Ouais, t'as raison. Parce qu'on nous met des bâtons dans les roues de partout. Et pas que au niveau dentaire. C'est l'entreprise, on va dire, ah non, surtout, vas-y, non, commence pas à développer trop, commence pas à gagner trop. Moi, là, il y avait un des trucs qui m'avait énervé, c'est il va falloir que tu fasses des frais, hein, parce que sinon tu vas gagner trop et tu vas payer trop. Et c'est là où je m'étais dit que je préfère, avant de m'installer, faire la méthode pour avoir ces clés de dire je veux être un bon entrepreneur et pas gérer comme tous les autres gèrent en disant je subis mon entreprise plutôt que. Parce qu'ils connaissent pas les règles du jeu. Parce qu'ils connaissent pas les Et ils règles les du maîtrisent jeu. pas. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des bâtons dans les roues en disant va pas faire une formation management, c'est pas éthique, ça se fait pas, c'est pas bien, etc. Au lieu de dire en fait non, c'est des outils qui me permettent de piloter mon entreprise et que en pilotant correctement mon entreprise, en fait j'offre une qualité de soins. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai obtenu avec la méthode. Et parce qu'après, du coup, j'ai fait le deuxième module plus personnalisé, où là, toi et Bertrand, vous avez fait l'audit de mon cabinet, où là, on arrive et dit, bon, maintenant, comment est-ce qu'on pilote encore mieux? Comment est-ce qu'on pousse le truc? Et aujourd'hui, l'argent, j'ai ma casquette d'entrepreneur le vendredi. Ok. Mais le reste, en fait, c'est tout roule. C'est-à-dire que je suis un soignant. Et je ne regarde plus au quotidien. Au quotidien, je regarde que du soin. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, en ayant adopté une casquette de chef d'entreprise, tu deviens un meilleur soignant, quoi. C'est ça. Et les deux mondes ne se mélangent pas, comme ce qui pourrait faire peur à certains de dire non, du coup, je vais voir de l'argent dans la bouche de mes patients. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un patient qui a la bouche ouverte, je suis un soignant à 100%, mais je sais que j'ai une tranquillité d'esprit parce que je sais que mon entreprise est pilotée correctement. Je sais que je peux acheter le matériel correct, pas faire des économies de bout de chandelle en achetant du low cost et je ne sais quoi, parce que je sais que derrière, tout est planifié sur les 3 mois à venir et qu'a priori, si les 3 mois à venir sont calés, l'année est calée et je sais où je vais. Mais parce que toi, tu penses que la crainte des personnes, ou du moins la crainte que peuvent avoir certaines personnes, devenir un entrepreneur en tant que dentiste, ça veut dire forcément avoir de l'argent, c'est que tu penses qu'ils s'imaginent que tu vas avoir une vision que financière. Quoi, oui, ça. Mais sauf que c'est pas du tout... Mais c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend en France, en tout cas. Quand on parle des cliniques privées et des cliniques publiques, des CHU, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire, tout de suite, moi j'ai des amis qui sont dans les CHU. Quand je leur parle, ma femme a accouché dans le privé, ils me disent ah non, mais le privé, ils sont là pour faire du fric. C'est automatique, c'est-à-dire le privé il est là pour faire du fric. Et du coup, ils vont gerter ta femme un jour plus tôt pour gagner une chambre, etc. Ils voient pas qu'en fait le privé, oui, il gagne de l'argent parce qu'on est là pour gagner de l'argent, mais que cet argent-là permet d'être investi et permet d'avoir du bon matériel et que une tranquillité d'esprit pour les gens. Okay. Du coup, tu fais 2 ans de collaboration à La Réunion avec un titulaire qui finalement, lui, commence à te transmettre certaines bases de gestion. Et derrière, tu rentres en métropole, c'est ça? Voilà, je décide, en fait, on a ma première fille à La Réunion qui naît là-bas. Et du coup, on décide de revenir en métropole, s'installer en métropole. Et moi, je le vois comme un bon point en disant j'avais plus envie d'être collaborateur, j'ai envie d'être à mon compte. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des façons de travailler différentes, des esprits, des mentalités différentes, des équilibres de vie différents. Et que maintenant, je sais ce que je veux. Je veux avoir mes horaires à moi, je veux trouver moi mon équilibre de travail-famille. Et là, à ce moment-là, mon oncle, chez qui j'avais été en collaboration à Montauban, partait à la retraite et me propose de racheter son cabinet. Okay. Et à ce moment-là, mon associé d'aujourd'hui, donc qui était mon ancien titulaire à Montauban, me dit on s'associe ensemble. On avait cette vision aussi d'équilibre entre famille et travail. Et du coup, quand tu dis que tu as redémarré de zéro, c'est que tu n'as pas récupéré de personnel. Enfin, quand tu as racheté ta patientèle, tu as récupéré le personnel. Oui, si, j'ai récupéré le personnel. Ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que je mette en place la méthode, en fait. Ça a été très compliqué parce que, en fait, en rentrant de La Réunion, donc je suis rentré le 31 décembre. Et le planning était déjà plein sur 3-4 mois, avec 30 patients jour. Et j'ai dit non, en fait, c'est simple, vous annulez tout. Moi, le temps que j'ai ma carte CPS qui soit en route,
que j'ai tous les admissions de l'ordre de machin, que je vide tous les tiroirs, que je re-range tout, vous me mettez 3 mois, 0. Moi, je me mets à ta place, tu rachètes une patientèle, tu te dis, bon, bah, en fait, au mois 1, déjà, je m'enlève du chiffre d'affaires, entre guillemets. Oui, non. En fait, j'étais tellement convaincu de la méthode et tellement convaincu que, de ce qui marchait. Ok. Et que je m'en fichais d'avoir des mois où j'allais être HS, etc., pour faire plaisir aux gens. C'était pas le but. Le but, c'était de créer une base solide et de faire des fondations en fait, de ce qu'allait devenir le cabinet. Okay. Et même malgré ça, il y a eu des couacs, ça a été compliqué, etc. Mais le but, c'était de dire, en fait, je veux faire cette coupure, je veux montrer que maintenant, c'est nous qui sommes en possession du planning. C'est pas les patients qui décident du planning. Parce que, pourquoi est-ce que nous, on est en possession du planning ? Parce que moi, j'ai ma structure, j'ai besoin de commencer à telle heure le matin, terminer à telle heure, qu'à partir d'une certaine heure, moi, je suis HS, donc c'est pas la peine de Puis tu as une famille à côté, tu soigner, as le droit de l'avoir. Exactement, et que cet équilibre-là, c'est indispensable pour moi. Et tu as réussi quand même à embarquer du coup les équipes Alors oui, les équipes, ça a été compliqué de leur montrer que ça allait marcher. Là, pour le coup, mon associé était 100% avec moi et il m'a vraiment soutenu en disant qu'elle aussi, c'était ce qu'elle voulait elle aussi. Et donc, on a réussi à convaincre. Et puis, il y en a une qui n'a pas tenu le coup, qui est partie assez rapidement. Okay. Donc là, après, on est parti dans les phases de recrutement, ça a été très compliqué aussi. Et ensuite, la deuxième a lâché au bout d'1 an et demi. C'était quoi qui était compliqué pour les deux, tu penses ? C'est le fait de refuser... de ne pas dire oui tout le temps aux patients. De ne pas pouvoir dire oui aux patients tout le temps, de voir qu'il y avait de l'exigence de notre côté. C'est-à-dire parce que toi, tu avais monté la barre. On avait monté la barre dans ce qu'on voulait, dans la préparation des plateaux, dans la gestion du planning, dans l'anticipation, en fait, que notre planning, en fait, il était calculé au jour, au mois, etc. Et que ça se calculait, qu'on ne remplaçait pas un rendez-vous comme ça par n'importe quel autre. En fait, on est intransigeant là-dessus. C'est-à-dire que notre équilibre de vie, si on ne l'a pas maintenant, si on cède sur ça, dans 2 ans, on sera en burn-out. Dans 4, on aura arrêté et on cultivera des artichauts en Normandie, quoi. Et donc, je fais plaisir aux patients dans un premier temps, je me retrouve à finalement plus pouvoir le soigner au bout de 5 ans. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, le but, c'était de dire, en fait, je veux me créer un cadre de rêve. Je veux créer mon cabinet de rêve. Et c'était un des trucs qui était dans un des premiers modules de la méthode. C'était, c'est quoi ton cabinet de rêve ? Et moi, en fait, mon cabinet de rêve, je l'ai écrit il y a 10 ans. Moi, j'ai ma checklist sur mon iPhone. Alors, tout le monde se fout de ma gueule. Des 10 trucs à faire avant de mourir et des 10 trucs à faire avant 30 ans. Bon, ça, c'est fini, du coup. mais si tu veux, j'ai toujours fait des listes, des choses que je voulais faire, que je voulais accomplir pour avancer. Et donc, mon cabinet de rêve, je l'ai écrit il y a super longtemps. Et après, une fois qu'on a vu que ça roulait, le chiffre d'affaires rentrait. Et moi, c'était la deuxième partie. Et c'est pour ça que j'ai fait la deuxième partie du module. C'était l'audit, où le chiffre d'affaires était là, mais la rentabilité n'était pas là. Ok. Et du coup, là, c'était de voir où est-ce que ça pêche, pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas, le chiffre d'affaires, il est excellent, les patients sont OK, mais pourtant, j'augmente mon chiffre d'affaires, mais je n'augmente pas mon bénéfice. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, voilà, j'ai l'impression de travailler, mais de ne pas avoir ce côté récompense qu'on pouvait attendre d'un cabinet qui tournait bien. Et donc, c'était un peu frustrant. Et c'est là où tu es arrivé, tu m'as donné les autres outils d'un entrepreneur et qui, pour moi, sont indispensables. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu comme une recette de cuisine où toi, tu as ta super entreprise, etc. Tu as le côté entrepreneur, tu es un grand chef cuisinier étoilé. Et moi, pour l'instant, je fais des plats d'étudiants dans ma cuisine avant, mais tu m'as apporté la recette. Et Bertrand aussi, il m'a apporté la recette en me disant alors attends, non, tes œufs au plat, tu sais, si tu rajoutes un peu de poivre et de sel, tu vas voir, c'est super bon. Et puis petit à petit, en fait, il y a eu plein d'outils et de conseils d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que j'avais fait l'audit et la méthode, c'est ces recettes d'entreprise, en fait, qui permettent d'aller renégocier des prix, d'aller d'analyser exactement qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce
où est-ce que l'argent part, où est-ce que l'argent rentre. Parce que ici, tu as une activité d'omni, mais je crois que tu fais d'autres choses aussi. Alors, je fais pas mal de numérique. Ouais. On a le Mojo, on essaie de faire des plans de traitement globaux avec des réhabilitations complètes. Je me pose juste une question, c'était déjà équipé de la sorte? Tu as fait des gros réaménagements? J'ai tout changé. Le numérique m'avait toujours passionné et j'avais envie d'aller là-dedans. Et du coup, on y va. On commence à investir dans une caméra numérique de dernier cri, qui fonctionne bien. Il y a eu le Mojo là, qui pour moi, en fait, j'ai eu un coup de foudre entre guillemets où j'ai dit mais c'est le futur. En fait, dans ce que je veux moi faire de propositions à mes patients, en fait, je suis convaincu que c'est le futur et pourquoi attendre? Donc tu avais déjà cette vision, mais que, encore une fois, on discute avec pas mal de dentistes et toi, tu avais déjà quand même un mindset entrepreneurial où tu te disais j'ai des investissements à passer pour pouvoir aller amener mon cabinet à un certain endroit. Et ça tu l'as. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre où est-ce que tu as acquis ça, parce que finalement, encore une fois, tu te dis on l'a pas acquis en fac de dentaire. Est-ce que c'est le titulaire avec lequel tu bossais ou c'était juste au fond de toi? Non, ça, je pense que c'est ma personnalité pour le coup. J'ai toujours été comme ça. J'étais un cancre, moi, à l'école, au fond de la classe, etc. Et encore une fois, je pense que ce qui m'a formaté, c'est les États-Unis, où j'avais eu le contraste de l'école française, où on te dit t'es nul, t'es mauvais, rentre dans le moule et tu seras mauvais avec les autres. Et aux États-Unis, où on te prend à part en disant alors toi, tu es peut-être nul là-dedans, mais tu es très fort là-dedans. Ils savent identifier les points forts. Et du coup, moi, ça m'a forgé en disant je vais serrer les dents pendant toute ma scolarité en disant on va me dire que je suis une merde et que je ne rentre pas dans le moule. Ok, très bien, je suis une merde, mais par contre, je vais me faire mes propres rêves, mes propres buts, et si j'y arrive, j'avance comme ça. Et du coup, en fait, c'est comme ça que ma vie a toujours été comme ça, en fait, de dire, ok, tu veux faire médecine, les gens, ils m'ont ri à la gueule quand j'ai fait médecine. Pourquoi? Parce que j'étais mauvais. D'ailleurs, j'ai raté médecine, donc c'était pas truc. Mais quand je suis parti en dentaire, pareil, on m'a dit mais non, mais pourquoi tu pars en Espagne et tu parles pas la langue, t'es nul. C'est pas parce que t'as raté l'Espagne, c'est pas la poubelle de la France. T'es gentil, mais et en fait non, c'est très bien, ouais, mais je vais y arriver. Donc donc il y a plein de choses que quand on me dit non, c'est pas possible, en fait si, en fait je vais trouver le moyen moi que ce soit possible et je vais pas t'écouter. Après, c'est s'entourer de personnes qui croient dans les mêmes projets que moi. Et la méthode, c'est ça. C'est quand j'ai rencontré Bertrand d'abord en visio et après je l'avais vu à Barcelone, en fait, en parlant avec lui, on se rend compte que lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il s'entoure des bonnes personnes et il va dire, lui, en fait, lui, il va rien m'apporter, donc ça ne sert à rien, je vais aller plutôt avec des personnes qui me font grandir. Finalement, quand tu dis j'ai cherché à m'entourer, c'est ce que tu as fait avec ton associé actuel aujourd'hui, c'est ça? Oui, avec mon associé, avec la méthode, avec les investissements, les rencontres, les formations. Tu es d'abord passé par une phase, chez nous en tout cas, par une phase purement formation plus accompagnement en groupe. Et tu disais que finalement, tu as des personnes qui t'avaient dit « mais non, mais ça sert à rien », etc. Mais qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui finalement te disent « mais ça sert à rien ». Mais ça sert à rien, dans ce cas-là, je leur dis « mais quels sont tes objectifs ?» C'est-à-dire, si tu veux rester au niveau où tu es et que ça te va bien, effectivement, ça ne te sert à rien. Ça, je suis convaincu. Si tu es bien dans ton cabinet et que tu ne veux pas aller plus loin, ça ne te sert à rien. Si tu te plains parce que tu travailles trop, que tu n'as pas la reconnaissance qu'il y a, que tu ne peux pas investir dans les machines dont tu rêves, que tu veux prendre plus de jours de vacances, mais que tu es stressé parce que tu ne sais pas si tu vas pouvoir finir l'année, etc. Pourquoi tu ne le fais pas ? Et moi, je suis convaincu, fais-le et tu vas voir que ça va t'apporter cette liberté de reprendre en main ton planning, de reprendre en main ton entreprise et de décider, de te poser et de décider de qu'est-ce que tu veux, en fait. Être le vrai libéral qu'on nous avait vendu sur la carte postale, mais c'est ça. Est-ce que moi, aujourd'hui, je considère que j'ai maintenant tous les outils pour être le libéral de la carte postale, de dire je décide de mes horaires, je décide de mon salaire, je décide de tout ça, quoi. Et des investissements que je veux faire pour le cabinet et du type d'exercice que je veux avoir.
Mais avec ça, il y aura toujours des travails. Ça se trouve, dans 3 ans, on se revoit parce que je referai un audit pour peaufiner le truc en disant je peux aller plus loin. C'est comme quand on commence à poser un implant, on fait une première formation basique, et puis après, on va faire une formation sinus lift, et après, on va faire une formation, etc. Et je pense que c'est la même chose pour l'entreprise. Que là, pour l'instant, j'ai fait la première formation en visio qui m'a donné les bases qui étaient très bien. Là, maintenant, j'ai bossé un peu plus sur le côté profitabilité sans rogner sur la qualité de travail. Et peut-être dans quelques années, je referai un autre audit pour aller sur un autre aspect. Mais ce qui est très étonnant, c'est que tu as beaucoup de professions libérales, et notamment de dentistes, qui vont du coup être totalement OK sur le fait que, oui, il faut se former tous les ans parce que ça permet de maintenir la base connaissance et la base technique à jour. Et qui, par contre, sur l'entrepreneuriat, la gestion, vont arrêter de se former à partir du moment où ils vont quitter la fac, vont jamais aller. Mais ils vont jamais se former tout court. Moi, je suis convaincu. Mais c'est qu'ils se considèrent pas comme entrepreneurs, tu penses? Soit qu'ils se considèrent pas, ou soit que y a ce côté où on leur dit que c'est pas bien de regarder ça. Qui? Moi, je pense qu'il y a une ambiance générale où il y a beaucoup de gens qui disent... Alors, ça diminue, parce que maintenant, on voit beaucoup de formations autour de ça. Mais les gens le voient un peu comme des marchands de tapis, comme on n'est pas une entreprise, on n'est pas là pour vendre, on n'est pas là pour... on est là pour soigner, et donc c'est mal vu là, de ce point-là. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont voir que les cabinets qui marchent et où les praticiens tiennent dans la longueur, tiennent dans le temps, ne sont pas en burn-out, ne subissent pas leur planning. Moi, combien de patients viennent me voir parce que mon praticien, en fait, une semaine sur 2, il m'annule mon rendez-vous et parce qu'il est en congé, parce qu'il est malade, parce que machin, etc., et qu'il ne peut pas me soigner. Ou que je suis venu 4 fois pour la même chose et qu'il n'avance pas. Il va y avoir une différence entre ceux qui diront j'accepte ce côté diabolique de gérer l'entreprise, mais derrière, je propose une vraie qualité de soin. Et que c'est ce pilotage de l'entreprise qui me donne cette liberté après dans le soin de dire Madame, vous voulez pas faire les soins? Il n'y a pas de problème. Je suis là pour les prévenir, de dire voici les risques que vous encourez si vous voulez pas vous faire soigner. Mais maintenant, moi, je dépends pas de vous, en fait. Et aujourd'hui, j'ai une liberté vis-à-vis de mes patients, c'est que je suis là uniquement pour faire de la prévention, de leur expliquer ce qu'ils risquent s'ils ne se soignent pas, mais je ne suis pas là pour les convaincre de dire il faut absolument, j'ai besoin de cette couronne-là, parce que sinon, ça va être compliqué pour finir. Je ne vais pas passer le mois. C'est marrant parce que je pense que c'est ce que certaines personnes peuvent s'imaginer, donc la machine à cash, la machine à argent, mais finalement, toi, dans ce que tu dis, ça met énormément de distance avec finalement la dépendance aux soins du patient. C'est-à-dire que si effectivement le patient ne veut pas se faire soigner, toi, tu l'auras prévenu, tu lui auras donné toute la connaissance technique que tu as acquis pendant toutes ces années. Mais par contre, s'il ne veut pas le faire, c'est son problème. Oui, je ne peux pas le forcer. Et cette indépendance financière, elle passe par le moment où je mets la casquette d'entrepreneur. Toi, qu'est-ce que tu dirais à une consoeur, un confrère, maintenant que tu as ta casquette bien vissée d'entrepreneur, qu'est-ce que tu pourrais leur... c'est quoi le message que tu veux leur faire passer? Moi, ce que j'aimerais faire passer, et c'est ce que je fais passer à mes collaborateurs actuellement, ou les remplaçants qui viennent, c'est je dis, mais formez-vous, n'ayez pas peur d'avoir cette humilité de dire qu'en fait, je ne sais pas. Et au lieu de dire, on me déconseille d'être entrepreneur, on me déconseille de m'installer, etc., parce que c'est complexe, parce que je ne gagne pas forcément plus, etc. Oui, c'est vrai si tu le pilotes pas. Et ça fait peur, les formations, quand on sort de fac. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai payé la formation visio, et je dis... C'est dur d'être collaborateur et de dire j'investis, mais aujourd'hui on regarde pas ça, et c'est mes parents qui m'avaient dit ça, qui aiment bien les vieux meubles, etc., et qui disent on investit de l'argent dans un meuble pour le faire restaurer, et derrière tu as investi mais tu récupères pas la valeur du truc, mais en fait tu l'oublies. Tu sais plus combien tu as mis dedans. Et en fait, c'est la même chose. Et aujourd'hui, je suis incapable de dire combien j'ai dépensé. Je sais qu'à l'époque, c'était énorme pour moi et mes finances. Mais en fait, à la fin, on se dit, mais combien j'ai récupéré? Et bien sûr, alors économiquement, là, on a fait le calcul ensemble. J'ai récupéré tout l'argent en 2 mois sur les 4 mois. C'est ce qu'on a calculé ensemble. Ouais. On l'a tout de suite récupéré. Mais
mais c'est surtout qu'on le récupère pas uniquement financièrement, mais dans la tranquillité d'esprit et dans la perspective de l'avenir. Et aujourd'hui, je pense que n'importe qui se lance, mais même en tant que simple collaborateur, devrait faire la formation pour étaler en fait sa carrière et se dire en fait où est-ce que je veux aller et quelles vont être les différentes étapes et comment je pilote et ne plus entendre alors dans 3 ans tu vas te faire massacrer par l'URSSAF et c'est comme ça. Et tant pis. Et tu vas subir, et puis c'est pas grave, mais c'est comme ça. Non, en fait, je vois pas pourquoi ça serait comme ça, et qu'en fait, on peut piloter une entreprise, d'anticiper au mois le mois, de savoir combien sort, combien rentre, combien je mets de côté exactement pour pas avoir la surprise de l'URSSAF et que la surprise arrive et dit ouais, il n'y a pas de problème, c'est bon, j'ai de côté, je sais, et plutôt que dire non, dépense tout, fais des frais surtout, et puis c'est pas grave, ça te coûte rien, machin, etc. Non, en fait, ça se pilote et ça s'organise correctement. Et donc, je pense que moi, ce que je regrette, c'est qu'on devrait, lorsqu'on termine et qu'on veut s'installer, avoir tout de suite une formation carrée sur la gestion d'une entreprise. Ouais. Et que ça, on l'a pas. Mais qu'on l'a avec la méthode. Non, mais écoute, merci beaucoup Quentin de nous avoir accueillis ici à Montauban. Merci à toi. Je crois qu'on va aller voir un petit peu le plateau technique juste ensuite, mais merci de nous avoir donné de ton temps aujourd'hui.